Cela ressemblait à une victoire facile, 100 000 chevaliers contre 20 000 cavaliers. Mais les apparences peuvent être trompeuses. En seulement 3 jours, la force plus petite allait détruire la plus grande, briser l'âge de la chevalerie et laisser une cicatrice sur l'Europe qui durerait des siècles. Et avant de nous aventurer sur ce champ de bataille oublié, permettez-moi de solliciter votre soutien dans ma propre lutte, bien plus modeste, atteindre seulement 1000 abonnés afin que je puisse continuer à vous raconter des histoires comme celle-ci. Cliquez sur « S'abonner » et ensemble, nous découvrirons les heures les plus sombres de l'histoire. Le bon sens et le poids de l'histoire suggéraient une issue claire. Les chiffres, l'armure d'acier lourd et une foi inébranlable en Dieu. Sûrement, ceux-ci triompheraient d'une petite bande d'envahisseurs. Pourtant, ce qui allait suivre défierait toutes les attentes. En seulement 3 jours brutaux et ahurissants, cette armée européenne, apparemment invincible, serait totalement anéantie. L'âge de la chevalerie, avec ses fiers chevaliers et ses idéaux éclatants, fut brisé. À sa place demeura une blessure qui allait s'envenimer dans la mémoire de l'Europe pendant des siècles. Ce n'était pas seulement une bataille, c'était une révélation, un sombre miroir reflétant l'impréparation de l'Europe, une leçon glaçante sur le vrai visage de la guerre totale. La véritable histoire n'est pas seulement celle des épées et des flèches, mais celle d'un nouveau type de terreur, une ruse si profonde qu'elle brisa toutes les règles de combat connues de l'homme. Comment si peu purent-ils détruire tant de monde si complètement? La réponse réside dans des secrets chuchotés à travers le champ de bataille, dans un brouillard mortel et dans un avertissement porté par la tête coupée d'un duc tombé au combat. Vous êtes-vous déjà senti comme complètement dépassé, même lorsque vous aviez l'avantage? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez que davantage de batailles oubliées soient mises en lumière avec autant de détails saisissants, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre 1000 abonnés. C'est ma propre petite bataille contre l'algorithme. Appuyez simplement sur le bouton « S'abonner » et aimez cette vidéo pour rejoindre notre quête de faire revivre l'histoire. Le décor était planté et les enjeux ne pouvaient être plus élevés. En avril 1241, la Pologne et même toute l'Europe centrale étaient saisies par une peur qui n'avait pas de nom, seulement une réputation terrifiante. Les Mongols, ou Tartars, comme on les appelait, avaient déferlé sur l'Europe de l'Est comme une nuée de sauterelles, laissant destruction et désespoir sur leur passage. La nouvelle de leur cruauté, de leur rapidité et de leur horde apparemment infinie avait filtré vers l'Ouest des récits de villes brûlées, d'armées brisées et de populations asservies. Il ne s'agissait pas d'une simple escarmouche frontalière, c'était une menace existentielle. L'existence même de l'Europe chrétienne semblait ne tenir qu'à un fil. En cette heure désespérée, le duc Henri II de Silésie, souvent appelé Henri le Pieux, releva le défi. C'était un homme d'un immense courage et d'une grande clairvoyance stratégique, comprenant qu'un front uni était le seul espoir contre cet ennemi inimaginable. Il lança un appel aux armes désespérées, exhortant chaque homme libre, chaque chevalier et chaque seigneur à le rejoindre dans un ultime effort pour arrêter la marée mongole. La réponse à l'appel d'Henri fut véritablement sans précédent. Des 4 coins de l'Europe, des hommes se rallièrent sous sa bannière, forgeant une armée qui, du moins sur le papier, était sans pareil. Il y avait les chevaliers templiers d'élite, féroces guerriers de Dieu, vétérans d'innombrables croisades, dont les vœux les liaient à combattre jusqu'à la mort. Leurs surcoats blancs, étincelants,
orné d'une croix rouge, était un symbole à la fois de foi et d'une terrifiante compétence martiale. À leur côté marchaient les chevaliers teutoniques, un autre ordre militaire puissant et discipliné, reconnaissable à leur croix noire sur blanc, endurcie par des générations de guerres acharnées contre les tribus païennes de la Baltique. Ces deux ordres représentaient l'apogée de la cavalerie lourde européenne, chaque chevalier une forteresse ambulante, encastrée dans l'acier, armée de puissantes lances et d'épées, entraînée pendant des générations à l'art de la charge. Mais l'armée d'Hongrie était bien plus diverse que ces seuls guerriers d'élite. Des nobles de Pologne, de Bohême et d'Allemagne amenèrent leurs suites personnelles, de plus petits groupes de chevaliers en armure, d'écuyers et de soldats professionnels, tous désireux de prouver leur courage et leur loyauté. Ensuite, il y avait les soldats ordinaires, les fantassins, beaucoup d'entre eux des mineurs endurcis issus des riches mines d'argent de la région. Ces hommes, bien que n'étant pas chevaliers, étaient physiquement robustes, habitués au dur labeur et souvent équipés de pioches, de haches et d'autres outils de leur métier qui pouvaient en être transformés en armes redoutables. Ils marchaient avec une détermination sombre, comprenant que leur foyer et leur famille dépendaient de leur résolution. Enfin, il y avait les innombrables paysans, conscrits et à peine entraînés, armés de tout ce qu'ils pouvaient, rouvets, lances, faux, gourdins. Ils constituaient la vaste majorité, le bouclier humain, leur seul nombre étant censé submerger l'ennemi. Les chroniques contemporaines, souvent portées à l'exagération pour un effet dramatique, affirmaient que l'armée d'Henri comptait jusqu'à 100 000 hommes. Ce chiffre, bien que probablement gonflé, reflète l'ampleur de la mobilisation et la conviction profondément enracinée en Europe que la supériorité numérique était le facteur décisif ultime au combat. Les historiens modernes, en examinant la logistique de l'époque, suggèrent une estimation plus réaliste, bien que toujours formidable, de 25 à 40 000 soldats. Même à l'extrémité inférieure, c'était une force massive pour le IIIe siècle, une armée de proportions véritablement stupéfiantes, unifiée par une cause commune. Alors qu'ils se rassemblaient, un sentiment de sombre détermination, mêlé à une confiance puissante, presque arrogante, imprégnait les rangs. Sûrement, avec Dieu de leur côté, avec tant de braves chevaliers et tant d'armures lourdes, ils ne pouvaient pas échouer. La force de l'Europe, sa foi, son identité même, semblaient destinés à écraser cette menace étrangère. Mais ils étaient sur le point d'affronter une machine de guerre sans pareille, qui allait redéfinir le sens même de la guerre. La machine de guerre mongole était un phénomène, pas seulement une armée. Les qualifier de barbares, comme le faisaient souvent les Européens, était une grave et fatale méprise. Ils étaient, en fait, les maîtres d'un système militaire sophistiqué et hautement organisé, perfectionné au fil des générations par Gengis Khan lui-même et poursuivi par ses brillants successeurs. Leur empire s'étendait de la Corée à la Hongrie, bâti sur une capacité inégalée à combattre, à s'adapter et à innover. Alors que l'Europe voyait leur petit nombre de 20 000 hommes comme un avantage, c'est précisément cette force plus petite et étroitement contrôlée qui leur permettait d'être si dévastatrices et efficaces. Ces cavaliers des steppes étaient nés et avaient grandi à cheval. Dès l'enfance, ils apprenaient à monter, à chasser et à combattre avec une agilité qui laissait stupéfaite la cavalerie lourde européenne. Leurs chevaux étaient plus petits, plus résistants et plus rapides que les destriers européens, capables de couvrir de vastes distances avec une vitesse
et une endurance incroyable. Chaque guerrier mongol disposaient généralement de plusieurs montures de rechange, ce qui leur permettait de changer pour un cheval frais et de maintenir un rythme incessant, chevauchant souvent pendant des jours avec un repos minimal. Cette mobilité était la clé de leur avantage stratégique, leur permettant d'apparaître de manière inattendue, de frapper fort et de disparaître avant qu'une armée européenne lente ne puisse réagir. Leur arme principale était l'arc composite, une merveille de l'ingénierie antique. Fabriqués à partir de bois, de cornes et de tendons, ces arcs étaient incroyablement puissants, capables de lancer des flèches avec suffisamment de force pour percer les armures à longue portée. Plus importante encore, les archers mongols pouvaient tirer rapidement, souvent au galop, même en se retournant en selle pour décocher le tristement célèbre tir-part sur les ennemis en chasse. Cela signifiait qu'ils pouvaient déverser un barrage constant et démoralisant de flèches à distance, saignant un ennemi à blanc sans jamais engager de combat direct au corps à corps, ce qui était exactement ce que les chevaliers européens, lourdement armés, désiraient. Mais leur puissance s'étendait bien au-delà de la seule habileté individuelle. L'armée mongole fonctionnait comme une entité unique et unifiée, une machine complexe mue par une discipline absolue et une obéissance inébranlable à ses commandants. Chaque guerrier connaissait son rôle, chaque unité comprenait sa place. Les ordres étaient transmis instantanément par un système sophistiqué de drapeaux, de corps, chi et de tambours. L'espionnage et la collecte de renseignements étaient primordiaux. Des éclaireurs mongols s'aventuraient loin en avant, recueillant des informations vitales sur les effectifs ennemis, leurs mouvements et leurs faiblesses. Ils étaient maîtres de la guerre psychologique, semant la terreur avant leur avancée, utilisant les civils capturés comme boucliers humains et envoyant des avertissements macabres pour démoraliser leurs adversaires. Leurs tactiques furent affûtées au cours de décennies de conquête à travers l'Asie, un manuel de stratégie dévastatrice. Les fausses retraites, où ils prétendaient fuir pour ensuite se retourner et encercler leurs ennemis poursuivants, étaient leur marque de fabrique. Ils utilisaient des manœuvres de flanc, des attaques massives de flèches et des charges minutieusement chronométrées pour briser les formations ennemies. Ils étaient patients, attendant que leur ennemi commette une erreur, qu'il s'épuise, qu'il perde sa discipline. Alors, et seulement alors, ils déchaînaient leur pleine et terrifiante puissance. Ces 20 000 hommes n'étaient pas de simples combattants individuels. Ils étaient une machine de guerre parfaitement synchronisée, hautement intelligente et absolument impitoyable, entraînés à combattre comme un seul homme, une force singulière et inarrêtable. Comment si peu purent-ils terrifier des royaumes entiers, parce qu'ils ne se contentaient pas de livrer des batailles? Ils démantelaient des sociétés entières, pièce par pièce, avec une précision glaçante. Le premier jour de l'affrontement ne fut pas un glorieux choc d'armes comme les Européens l'avaient imaginé. Ce fut un tourment lent et agonisant, une leçon magistrale de guerre psychologique qui commença à saper la détermination européenne bien avant qu'un seul chevalier ne puisse dégainer son épée sérieusement. Les chevaliers européens, en particulier, étaient entraînés pour un type de combat spécifique, une charge directe et écrasante, une collision d'acier et de courage qui déciderait rapidement et de manière décisive du jour. Ils s'attendaient s'y sentaient à affronter leur ennemi de front, à briser ses lignes par la seule force de leurs chevaux caparaçonnés et de leurs lourdes lances. Ils aspiraient à la gloire du combat personnel, à prouver leur valeur lors d'un engagement décisif. Mais les Mongols
n'offrirent aucune satisfaction de ce genre. Au lieu de cela, ils apparurent comme des fantômes à l'horizon, une masse tourbillonnante de cavaliers, toujours juste hors de portée. D'incroyables distances, une pluie de flèches commença à tomber. Le son était distinct et terrifiant, un sifflement aigu suivi d'un bruit sourd et mortel, alors que les traits trouvaient leur cible dans les boucliers, les armures et la chair. Ce n'étaient pas les flèches courtes et relativement faibles des arcs longs européens, c'étaient de puissants projectiles perforants lancés par les arcs composites mongols. Ils frappaient avec une force incroyable, pénétrant souvent les côtes de mailles, blessant les chevaux, ou trouvant des failles dans l'armure de plate des chevaliers. Pendant des heures, l'armée européenne resta exposée. Les chevaliers, enfermés dans leurs lourdes armures, étaient comme des cibles immobiles. Ils ne pouvaient en guerre faire autre chose que lever leurs boucliers et endurer le tourment. Chaque tentative de charge était accueillie par la même tactique insaisissable. Les Mongols et volatilisaient simplement leurs chevaux légers et rapides, distançant facilement les lourds destriers d'Europe. Puis, dès que la charge européenne s'essoufflait, les Mongols réapparaissaient, tournoyant comme des vautours, et la pluie mortelle de flèches reprenait. Ce fut une expérience exaspérante et démoralisante. Des centaines d'hommes saignèrent et moururent sous le feu sans pouvoir rendre un seul coup. Le glorieux combat qu'ils avaient anticipé se transforma en un massacre humiliant et impuissant. Le tribut psychologique fut immense. La frustration rongeait les chevaliers, leur fierté blessée par cette forme ignoble de combat. Les simples soldats et les paysans, moins armés et plus exposés, succombèrent simplement à la terreur. Chaque flèche qui frappait, chaque cri d'un homme ou d'un cheval blessé érodait leur morale. À la tombée de la nuit, le champ de bataille était jonché de victimes, mais pas d'une bataille rangée. C'était un champ de bataille de désespoir silencieux, d'hommes saignant lentement, de nerfs brisés. Les Européens n'avaient en fait pas gagné de terrain, n'avaient infligé aucun dommage significatif et avaient subi de lourdes pertes. La question qui flottait lourdement dans l'air froid de la nuit était glaçante. Combien de temps l'élite européenne pourrait-elle endurer un assaut aussi implacable et sans riposte, sans jamais porter un coup, sans même voir les yeux de leur bourreau? Le premier jour n'avait pas été une défaite au sens traditionnel, mais une profonde désagrégation de leur esprit. Imaginez-vous debout là, votre bouclier lourd de flèches, incapable de riposter, regardant vos camarades tomber face à un ennemi invisible. Resteriez-vous ou essayeriez-vous de fuir une situation aussi terrifiante et désespérée? Donnez-moi vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Le deuxième jour se leva sous une brume épaisse et froide, reflétant le désespoir qui s'était abattu sur le camp européen. L'épuisement avait brisé ce qu'il restait de leur discipline, une faille fatale face à un ennemi qui excellait à exploiter de telles faiblesses. Le harcèlement constant de la veille, le manque de sommeil, la peur et la profonde frustration avaient mis les nerfs à vif, même des guerriers les plus expérimentés. Les commandants européens, habitués aux batailles directes et décisives de leur propre tradition, peinèrent à comprendre ou à contrer les tactiques insaisissables des Mongols. C'est dans cette atmosphère de désespoir croissant que le duc Mieszko de Pol, un noble Polonais fier et impétueux, prit une décision fatidique. Incapable de supporter plus longtemps la torture psychologique, sa patience atteignit ses limites. C'était un homme d'action, et l'inaction face à l'ennemi était pour lui, et pour le code chevaleresque, une abomination.
Rassemblant un contingent de 2000 de ses meilleurs chevaliers, Mieszko lança une charge furieuse, un pari désespéré pour forcer un engagement direct, pour briser l'encerclement mongol et mettre fin aux tourments. Le tonnerre de leurs sabots, le reflet de leurs armures, devait avoir ressemblé à un phare d'espoir, un rugissement de défi contre l'ennemi invisible. Initialement, il sembla que la charge de Mieszko pût réussir. Les Mongols, à leur manière typique, semblèrent se disperser et fuir, attirant les chevaliers de plus en plus profondément dans leurs pièges. Les Européens, animés par l'adrénaline et une faim désespérée de vengeance, poursuivirent avec un abandon imprudent, leur formation s'étirant et perdant leur cohésion alors qu'ils chassaient les cavaliers en retraite. C'était précisément ce que les Mongols voulaient. C'était l'un de leurs stratagèmes les plus anciens et les plus efficaces. La fausse retraite perfectionnée au cours de siècles de guerre dans les steppes. Elle attirait l'ennemi dans un faux sentiment de victoire, l'éloignant de l'armée principale et le menant à une embuscade. Alors que les chevaliers de Mieszko galopaient plus profondément dans les plaines, les Mongols, en retraite, firent subitement demi-tour. Des flancs, des unités cachées émergèrent, encerclant la cavalerie lourde européenne, désormais isolée et étirée. L'air se remplit à nouveau du son glaçant des flèches mongoles, mais cette fois, elles venaient de toutes les directions, créant une grêle mortelle dont il n'y avait pas d'échappatoire. Les chevaliers, lourds et encombrants, se retrouvèrent encerclés, leurs lances inutiles contre un ennemi qui refusait de tenir bon et de se battre au corps à corps. Ils furent abattus systématiquement, leurs chevaux furent tués sous eux, leurs armures s'avérant plus un fardeau qu'une bénédiction alors qu'ils étaient désarçonnés et submergés. La charge furieuse se transforma en une mêlée désespérée et sanglante, puis en un massacre. Lorsque les Mongols restants s'éloignèrent, laissant derrière eux un champ de carnage, le fier contingent de 2000 chevaliers de Mieszko avait été complètement détruit. Moins de 200 réussirent à regagner le camp principal d'Henri, leur récit d'horreur et la brutalité pure des tactiques mongoles, propageant une nouvelle vague de terreur. Cette nuit-là, les Mongols livrèrent un message macabre, un témoignage glaçant de leur impitoyable et de leur maîtrise de la guerre psychologique. Un paquet arriva pour le duc Henri. À l'intérieur, conservé dans le sel, se trouvait la tête coupée du duc Mieszko. C'était un avertissement brutal et terrifiant. Il visait à communiquer non seulement la mort, mais un mépris total à briser la volonté des dirigeants européens restants. Que signifiait cet avertissement ineffable pour l'armée déjà assiégée d'Henri? Cela signifiait que leur sort était scellé, que leur ennemi ne se battait pas seulement pour gagner, mais pour démoraliser complètement, pour démanteler chaque bribe d'espoir et de dignité. Cela signifiait qu'aucun courage, ni aucune foi, ne les sauverait de l'efficacité calculatrice et impitoyable de la machine de guerre mongole. Le troisième jour arriva avec un sentiment d'implacable finalité. L'armée européenne, battue, épuisée et psychologiquement anéantie par les 2 jours précédents de harcèlement et le message terrifiant de la tête de Mieszko, se prépara à un dernier et désespéré combat. Le duc Henri II, malgré les chances écrasantes et le désespoir palpable autour de lui, tint bon. Il savait que c'était la dernière chance pour l'Europe, le dernier bastion contre la marée mongole. Il déploya ses forces restantes sur le champ de Legnica, une vaste plaine ouverte près de la ville, espérant que, dans une bataille rangée, le poids de son infanterie lourde et ce qui restait de sa cavalerie pourraient encore inverse, crurent le cours des choses. Les Mongols
cependant, avait une dernière surprise terrifiante en réserve, une innovation sur le champ de bataille qui avait des siècles d'avance sur son temps. Alors que les deux armées se faisaient une face, une étrange et épaisse fumée commença à s'échapper des lignes mongoles et à se répandre sur le champ. Ce n'étaient pas des brumes naturelles, c'étaient des dispositifs de fumée à poudre chinoise, déployés spécifiquement pour créer le chaos et la désorientation. La fumée âcre s'éleva en volute, aveuglant le champ de bataille, réduisant la visibilité à quelques mètres seulement. Les soldats européens, déjà nerveux, se retrouvèrent enveloppés dans un brouillard suffocant et désorientant, leurs sens submergés. Ils ne pouvaient pas voir leurs ennemis, ils ne pouvaient pas voir leurs commandants. Et les formations disciplinées qu'ils avaient tant essayé de maintenir commencèrent à vaciller dans la brume suffocante. Puis, de l'intérieur de la fumée tourbillonnante et aveuglante, une nouvelle terreur émergea. Les Mongols, maîtres de la tromperie, commencèrent à crier. Mais ils ne criaient pas dans leur propre langue. Ils criaient en polonais, parfaitement compréhensible pour les troupes d'Henri. « Fuyez, tout est perdu !» crièrent-ils, leur voix portant à travers la fumée, faisant écho à la panique qu'ils cherchaient à semer. Ce fut un coup de génie, cruel, de guerre psychologique. Déjà désorientés et démoralisés, les rangs européens commencèrent à se briser. Les soldats, incapables de voir ou d'entendre leur vrai commandant, entendant ces cris dans leur propre langue, crurent que la bataille était véritablement perdue. La panique, comme une maladie contagieuse, déferla sur les rangs, transformant la discipline en chaos, la formation en une bousculade frénétique pour la survie. Malgré la panique généralisée, les ordres militaires d'élite, les Templiers et les chevaliers teutoniques se battirent avec un courage né du désespoir et un sens du devoir inébranlable. Ils savaient qu'il n'y avait ni retraite ni reddition. Ces hommes, vêtus de leurs surcoats blancs distinctifs, formèrent des poches de résistance défiante, combattant jusqu'au dernier. Leur lourde armure de plate, qui avait été un obstacle contre les pluies de flèches, offrait désormais une certaine protection dans le combat au corps à corps désespéré qui s'ensuivit. Ils taillèrent des chemins sanglants à travers les cavaliers mongols qui finirent par les encercler, leurs épées s'élevant et s'abaissant avec une détermination sombre. Mais ils étaient peu nombreux et les Mongols étaient en légion, les encerclant, les submergeant par leur nombre et leurs attaques incessantes. Le duc Henri II lui-même, fidèle à son titre et à son devoir, mena depuis le front, tentant de rallier son armée en désintégration. Il chargea courageusement au cœur des combats, sa présence étant un symbole d'espoir désespéré. Mais le chaos était trop grand, les tactiques mongoles trop accablantes. Il fut abattu, ses vaillants efforts s'achevant tragiquement sur le champ boueux de Legnica. Sa tête, comme celle de Mieszko avant lui, fut rapidement coupée, un sinistre trophée pour les vainqueurs, un coup final et dévastateur pour le moral européen. À midi, la bataille était terminée. Ce qui avait commencé comme une résistance désespérée s'était dissous en une déroute totale, un massacre. Le champ de bataille de Legnica était couvert des corps de 10 à 25 000 soldats européens, une perte de vie stupéfiante. En net contraste, les pertes mongoles furent incroyablement légères, estimées à moins de 700 guerriers. La disparité n'était pas seulement une défaite, c'était une annihilation, un témoignage de la supériorité absolue des Mongols en matière de guerre tactique et psychologique. Pour confirmer l'ampleur de leur victoire, les Mongols se livrèrent à une pratique glaçante. Ils coupèrent une oreille à chaque ennemi tombé
pour compter les morts, recueillant 9 grands sacs d'oreilles sur le champ. Ce fut une mesure macabre et indéniable de leur triomphe. Les conséquences de Legnica envoyèrent des ondes de choc à travers l'Europe. La nouvelle de la défaite dévastatrice se répandit comme une traînée de poudre, portée par des réfugiés terrifiés et des messagers désespérés. La chute du duc Henri, l'anéantissement d'une armée aussi massive, la brutalité pure des tactiques mongoles, tout cela brossait un tableau terrifiant. À travers l'Europe, les gens croyaient que la fin du monde était proche. Les chroniqueurs, hommes dévots de l'Église, écrivaient avec des mains tremblantes, décrivant les Mongols comme la punition de Dieu. Une colère divine déchaînée sur un continent pécheur. Des prières furent offertes dans chaque église. Les fortifications furent hâtivement renforcées et les familles nobles se préparèrent à l'assaut inévitable. La peur était réelle, palpable et omniprésente. Mais alors, un tournant du destin inattendu et véritablement miraculeux intervint. Alors que les armées mongoles, menées par leur brillant général Batu Khan, étaient sur le point de poursuivre leur avancée au cœur de l'Europe, poussant vers les riches terres de Hongrie et d'Allemagne, un événement d'une profonde signification se produisit loin à l'est, dans le lointain pays d'origine de la Mongolie. Le grand Khan Ögedei, souverain suprême du vaste empire mongol, mourut. Selon l'ancienne loi et tradition mongole, la mort du grand Khan déclenchait un rappel obligatoire de tous les commandants supérieurs et princes à la capitale mongole pour un Kurultai, une grande assemblée, afin d'élire un nouveau successeur. Batu Khan, malgré ses victoires écrasantes et l'avantage stratégique qu'il détenait, n'eut d'autre choix que d'obéir. Les lois du grand Khan primaient sur tous les autres objectifs militaires. Défier cette tradition aurait signifié perdre ses prétentions à tout pouvoir futur et faire face à de graves conséquences au sein de la hiérarchie mongole. Ainsi, avec l'Europe entièrement à leur merci, les armées mongoles firent demi-tour vers l'Est. Elles entamèrent leur long et ardu voyage de retour vers la Mongolie, laissant derrière elles un paysage dévasté, mais surtout laissant l'Europe respirer à nouveau. L'Europe survécut, non par sa propre force, non par une victoire militaire décisive, mais par un pur et inattendu coup du destin. Le continent obtint un sursis, une seconde chance qu'il n'avait pas gagnée sur le champ de bataille. Le sentiment de soulagement fut immense, presque écrasant, mais il était teinté d'une prise de conscience profonde et troublante. Ils avaient été épargnés par le hasard, non par leur propre prouesse martiale. La leçon était dure et impitoyable. L'Europe avait frôlé le collapse total, sauvée uniquement par un événement politique, puis à des milliers de kilomètres de distance. L'impact psychologique de cette quasi-apocalypse allait persister pendant des générations, modifiant fondamentalement la perception de l'Europe, d'elle-même et de sa place dans le monde. Les Mongols avaient disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, mais les cicatrices qu'ils laissèrent allaient changer à jamais le cours de l'histoire européenne. L'héritage de la bataille de Legnica fut profond, même s'il est souvent oublié dans l'histoire populaire. Ce fut bien plus qu'une simple défaite parmi une longue série de conflits médiévaux. Legnica représenta la fin sans équivoque d'une époque, une leçon brutale qui brisa la croyance de longue date en la suprématie du lourd chevalier européen. Pendant des siècles, le chevalier, enfermé dans son armure étincelante, monté sur un puissant destrier, armé de lances et d'épées, avait été le roi incontesté du champ de bataille. L'âge de la chevalerie, avec son emphase
sur la valeur individuelle et les charges frontales définissaient la guerre européenne. Legnica prouva, de la manière la plus dévastatrice possible, que ce modèle était tragiquement obsolète face à un ennemi plus adaptable, plus discipliné et plus avancé tactiquement. Les Mongols avaient exposé les failles fatales de la doctrine militaire européenne, une dépendance à la force brute plutôt qu'à la ruse, un manque de tactique interarmes et une adhésion rigide à des traditions dépassées. La leçon fut dure, mais finalement vitale. L'Europe fut contrainte de s'adapter, d'évoluer à travers la catastrophe. Les conséquences immédiates virent un changement lent, mais significatif dans la pensée militaire. Les commandants commencèrent à reconnaître le besoin d'une meilleure intégration de l'infanterie et des archers pour soutenir la cavalerie. Ils comprirent que les nombres purs et l'armure lourde ne suffisaient pas. La discipline, la communication et les tactiques innovantes étaient primordiales. Les graines de la guerre moderne, soulignant la planification stratégique, les opérations psychologiques et la supériorité logistique, furent involontairement semées sur le champ de Legnica. Legnica a également, indirectement, mis en lumière le potentiel dévastateur de la poudre à canon. Bien que les dispositifs fumigènes utilisés par les Mongols n'aient pas été de véritables armes à feu, ils ont montré la puissance de la pyrotechnie et de la guerre chimique pour semer le chaos et la peur. Cette rencontre, parmi d'autres avec les Mongols, a contribué à l'intérêt croissant de l'Europe pour la technologie de la poudre à canon, qui allait bientôt révolutionner la guerre avec les canons et les armes de poing, éliminant progressivement la domination du chevalier. La bataille a forcé l'Europe à dépasser sa compréhension confortable et traditionnelle du combat. Elle a conduit à une plus grande appréciation des armes de jet, de la cavalerie légère et de l'importance des mouvements d'unité coordonnés par rapport à l'héroïsme individuel. C'est pourquoi, même aujourd'hui, la bataille de Legnica est toujours étudiée par les généraux et les stratèges militaires. C'est une leçon magistrale de guerre asymétrique, un exemple typique de la façon dont une force numériquement inférieure, employant des tactiques, des renseignements et une guerre psychologique supérieure, peut anéantir complètement un ennemi apparemment plus fort. Elle démontre l'importance cruciale de l'adaptabilité, les dangers de l'orgueil et l'impact dévastateur des tactiques innovantes sur un adversaire non préparé. Bien que souvent négligé dans la grande narration de l'histoire européenne, Legnica fut un moment pivot, une épreuve de 3 jours qui non seulement décida une bataille, mais força un continent entier à reconsidérer son destin et ses méthodes, le propulsant dans une nouvelle ère de guerre plus pragmatique. La bataille de Legnica fut plus qu'une simple défaite militaire. Ce fut la fin brutale et indéniable d'une époque, un coup dévastateur porté à l'ancien ordre mondial de la chevalerie hier et à la fois en l'invincible chevalier. En seulement 3 jours terrifiants, les Mongols n'ont pas seulement gagné une bataille. Ils ont forcé l'Europe à affronter ses vulnérabilités et à s'adapter, changeant à jamais le cours de l'histoire militaire. Si vous voulez d'autres batailles oubliées, racontées en détail, des batailles qui ont remodelé le monde d'une manière que nous nous rappelons rarement, alors abonnez-vous maintenant et suggérez la prochaine dans les commentaires. Rejoignez-nous alors que nous continuons à découvrir ces histoires incroyables